Bien, bonjour et merci pour cette introduction et merci pour l'invitation à présenter le Challenge 3 qui est maintenant devenu le Centre international de recherche depuis le 1er janvier et qui est focalisé sur la mobilité humaine comme facteur de santé. Et donc, je suis l'animateur depuis bientôt 2 ans et je voulais rendre hommage aussi à Alain Échalier qui avait initié et coordonné cette action auparavant. Donc, beaucoup de choses ont été dites déjà par Martine, donc difficile de passer après. Et en tout cas, ce lien entre activité physique et santé, on sait que c'est un défi parce que Martine l'a déjà présenté, il y a des effets bénéfiques de l'activité physique sur de multiples organes et de multiples fonctions, aussi bien chez l'homme sain que chez le malade. Et l'autre chose importante, c'est qu'on a des interactions, c'est-à-dire que la diminution de l'activité physique entraîne des maladies, mais également l'activité physique peut guérir ou en tout cas soulager certaines dysfonctions de l'organisme. Et donc, ça met en évidence qu'il y a des facteurs directs et indirects. On a parlé avec le confinement, c'est un facteur indirect forcé, mais il y a des facteurs indirects qui sont au niveau de l'individu, qui sont importants à étudier. Et donc, les objectifs de ce challenge à sa constitution, on va dire, c'était d'avoir une approche qui était multidisciplinaire et complémentaire, pour soutenir la recherche d'excellence sur le site, faite par des différentes équipes qui s'intéressaient soit aux modifications du système musculo-squelettique qui vont impacter directement nos capacités à avoir une activité physique, mais également des facteurs qu'on a appelés indirects, que sont la douleur, la nutrition et le microbiote intestinal, qui tous les trois vont avoir un impact. On comprend bien pour la douleur, si on a mal, on n'a pas tellement envie de bouger. Si on est dénutri, non plus. Et si on est en obésité, ça va engendrer des complications supplémentaires. Ce qui fait que l'originalité, c'est d'essayer d'avoir cette congruence de ces facteurs directs et indirects pour étudier comment ils vont interagir pour permettre d'améliorer la santé et la mobilité des personnes. Un des objectifs, c'était également de pouvoir trouver des nouvelles cibles thérapeutiques ou des nouvelles façons de s'alimenter via des compléments alimentaires et des stratégies de soins pour les patients qui ont des problèmes de mobilité. Un objectif d'avoir des partenariats socio-économiques et donc Martine a déjà montré certaines choses dont je citerai, et un rôle sociétal également qu'elle a également bien montré en soutenant des initiatives locales pour inciter les citoyens à modifier leur comportement pour avoir un comportement plus adapté pour leur santé. Tout ça dans un objectif d'augmenter la visibilité internationale de Clermont-Ferrand pour qu'on puisse dire d'ici quelques années que Clermont-Ferrand est un des leaders de la recherche dans ce domaine. Alors, nos champs d'action sur ce cercle qu'on espère vertueux, ça part de la recherche, par un soutien à la recherche. Ça passe par des transferts de technologies via donc des industriels ou des actions sociétales, une action de soins, le CARE, une action sociétale qui a déjà été largement évoquée, et puis des actions éducatives au niveau de la formation, de l'offre de formation, tout ça dans cette thématique de mobilité humaine et la santé. Avec l'objectif d'avoir un effet d'entraînement, d'amener de plus en plus de chercheurs du site à infléchir leur thématique de recherche pour s'intéresser à ces problèmes de mobilité et d'avoir des collaborations qui soient interdisciplinaires. Alors, ce graphique montre en gros la synthèse des actions, des projets qui ont été soutenus par le challenge depuis 4 ans. Et plus les ronds sont gros, plus ça veut dire qu'il y a eu de projets sur cette thématique. Et de façon tout à fait cohérente, on voit que les mots-clés que je vous ai donnés au départ,
sur les facteurs directs et indirects se retrouvent tout à fait dans les actions qui ont été soutenues, avec beaucoup de projets qui intéressaient le muscle, que ce soit sa fonctionnalité, que ce soit son développement, des aspects d'activité physique proprement parlé, des aspects liés aux maladies chroniques, des aspects liés à la douleur et la nutrition et le microbiote. Et puis donc autour, vous avez des projets qui sont peut-être un peu plus individuels et qui sont en plus petit sur ce diagramme. Ce qui est intéressant pour nous également, pour montrer cette stratégie, c'est de voir l'épaisseur des traits entre les différents spots. Et vous voyez que plus le trait est gros, et plus ça veut dire qu'il y avait d'interaction entre les différents mots-clés, ce qui est exactement ce qu'on cherche. Donc, de façon très logique, on a des interactions entre le muscle et l'activité physique, entre le microbiote et la nutrition, entre la douleur et les maladies chroniques, et également d'autres liens qu'on peut voir. Mais ça nous permet aussi de voir des liens qui n'ont pas encore été faits, sur lesquels on pourrait inciter des actions de recherche pour que tous ces facteurs soient adressés dans les recherches qui sont soutenues par le CIR. Alors, en termes de chiffres clés et de bilan, voilà, en 4 ans, le résultat de ce soutien à la recherche, avec 42 projets qui ont été soutenus, ce qui correspond à 22 bourses, 16 projets postdoctoraux, et puis des projets de partenariat avec soit des entreprises, soit des acteurs sociaux de la région. Et puis, quelque chose aussi dont on est assez fier, c'est le recrutement d'un Young Group Leader, donc une chercheuse qui est venue de Boston, pour développer sa recherche sur un problème de développement musculaire très, très fondamental et qui a un soutien pour 3 ans de notre CIR pour développer cette recherche avec l'objectif qu'elle puisse développer largement cette thématique sur le site. Plus de 70% des projets soutenus ont déjà une collaboration internationale qui est quelque chose qui est recherché pour améliorer notre visibilité. Et ça a amené donc au dépôt de brevets, de startups qui ont pu voir le jour. Je ne dis pas que c'est la seule chose, mais en tout cas, ça a aidé à ce financement avec des effets leviers qui sont importants. On a pu collaborer également avec d'autres programmes d'ICIT, qui sont le programme Instrument ou Politique des talents, et qui permettent donc de façon coordonnée de mener ce soutien à la recherche. Alors, je vais vous présenter quelques exemples, mais simplement pour vous montrer la diversité des choses qui sont soutenues, d'exemples de publications un peu marquantes sur ces thématiques, pour des projets qui ont été largement financés par le CIR. Donc, des projets très fondamentaux sur la génétique musculaire, comme les mécanismes cellulaires qui sont impliqués dans un type de myopathie, et modélisés sur la mouche, et où on montre que ce manque d'une protéine particulière est l'agent qui va causer les atteintes cardiaques, qui sont un des facteurs de mortalité dans ce type de myopathie. Également, des études sur la dystrophine, qui est une protéine de structure et qui en fait s'avère être, d'après ces travaux, non pas uniquement quelque chose qui permet la structure de la fibre musculaire, mais également qui va conditionner l'organisation des différents éléments à l'intérieur de la fibre musculaire. Donc des travaux très fondamentaux, mais qui permettent de progresser sur la compréhension du développement et de la génétique musculaire. Des études qui concernent la douleur, et là encore, il s'agit de mettre en évidence des nouvelles voies thérapeutiques pour la douleur, avec la mise en évidence de repositionnement de médicaments qui agissaient sur les récepteurs de la sérotonine. Donc, c'est une voie qui est bien connue, mais dont les chercheurs de l'équipe Neurodol ont pu mettre en évidence que ça entraînait d'autres modifications et ça permet de proposer ce type de traitement dans d'autres indications pour traiter la douleur.
et puis d'autres cibles thérapeutiques avec ce canal, un canal particulier, un canal potassique particulier qui a été mis en évidence comme étant une nouvelle cible thérapeutique. Alors bien sûr, ces travaux-là, ils donnent lieu à des développements après et à des collaborations pour que ça aboutisse un jour, mais le chemin est toujours très long entre la recherche fondamentale et l'obtention d'un médicament. Autre type de recherche sur la perte musculaire dans différentes pathologies. Et donc, dans cette première étude, il s'agissait de mettre en évidence les voies cellulaires qui sont mises en jeu dans la perte musculaire dans deux types de cancers. Et on voit là que c'est des voies qui sont communes, à la fois pour le cancer du poumon ou le cancer du rein. Donc, ces patients, ils perdent de la masse musculaire et on sait que c'est un facteur pronostic qui est majeur. Et donc, de pouvoir étudier et mettre en évidence les voies qui sont activées permet d'imaginer après des stratégies pour contrecarrer cette perte musculaire. En bas, c'est quelque chose également qui est intéressant, qui est l'association entre un entraînement physique chez l'animal, une supplémentation en acide linoléique, donc un acide gras particulier, et l'association avec des modifications du microbiote intestinal. Et ces associations, qui sont quelque chose qui sont de plus en plus étudiées, permettent de voir donc ce lien entre l'activité physique, l'entraînement ici chez l'animal, et la nutrition et les conséquences sur le microbiote. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en cours de développement et qui montrent l'interaction entre plusieurs équipes, des équipes qui s'intéressent proprement au microbiote et des équipes qui s'intéressent à l'activité physique. C'est l'équipe AMED2P également. Et puis enfin, des études là par les collègues de STAPS, là encore, où Martine était impliquée, sur l'effet propre de l'exercice chez l'adolescent, l'adolescent obèse. Donc, on arrive vraiment à des études beaucoup plus appliquées, l'effet de l'exercice sur la prise alimentaire et sur est-ce que une séance d'activité physique permet de réduire l'appétit et la prise alimentaire chez ces enfants. Donc, vous voyez la diversité de ce qu'on peut adresser au niveau de la recherche qui est soutenue. Ce n'est pas purement des études qui ont lieu chez l'homme sur l'activité physique, mais des choses qui peuvent être beaucoup plus en amont et parfois beaucoup plus indirectes, mais dont on espère qu'elles auront une application future. Alors, une autre action importante qui était le développement du soin, et qui a passé par la création d'une plateforme d'exploration de la mobilité au sein du CHU, donc en collaboration avec le CHU et le Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin, et une plateforme qui est mutualisée avec le Centre de recherche en nutrition humaine Auvergne, et qui a été mis en place début 2019, et qui avait permis donc d'explorer un certain nombre de patients présentant des pathologies chroniques, que ce soit de l'arthrose, avant une intervention chirurgicale, mais également de l'artérite liée donc là aussi à des problèmes lipidiques, des atteintes musculaires liées à des maladies inflammatoires, des atteintes neurologiques, etc., toutes sortes de pathologies. Donc, bien sûr, cette activité, elle a été suspendue et fortement ralentie pendant le confinement, mais ça nous avait permis de développer toute la prise en charge pendant au moins la première année, avec une exploration qui se veut la plus large possible, bien sûr par des tests d'effort, des tests de capacité physique, mais également des questionnaires sur la qualité de vie, sur l'activité physique, sur la qualité du sommeil, sur la douleur, des mesures de force musculaire, de composition corporelle également, des tests simples comme des tests de marche, des tests de force au niveau de la main, et puis un recueil de l'alimentation et pour essayer de trouver les déséquilibres alimentaires. Donc, cette exploration qu'on propose aux patients sur une demi-journée, avec des tests relativement larges et complets, aboutissent finalement à mettre en évidence des pertes de mobilité et dans ces pertes de mobilité, qu'est-ce qui est le plus atteint? Est-ce que c'est purement le muscle? Est-ce que c'est l'équilibre? Est-ce que c'est la coordination, etc. Et puis de proposer une prise en charge adaptée
avec des conseils d'activité physique, une prise en charge éventuellement par kinésithérapeute ou dans des programmes de réentraînement à l'effort, une prise en charge nutritionnelle, etc. Et éventuellement d'orienter vers d'autres services de soins ou vers d'autres professionnels. Et également un objectif de recherche qui est donc de constituer une base de données importante. Donc ça, c'est des programmes individuels, mais surtout de constituer une base de données qui soit la plus large possible. On a un objectif de 5000 patients. Avec souvent les cohortes de patients, elles sont sur une thématique particulière, une maladie. Et là, l'originalité, c'est d'avoir des maladies multiples pour essayer de trouver, comme l'a souligné Martine, des profils liés non pas à la maladie, mais à la perte de la mobilité et des activités physiques. Et donc, in fine, d'arriver à mettre en évidence ce qu'on appelle un score de dysmobilité, c'est-à-dire un score qui permettrait pour chaque patient rentrant à l'hôpital de retrouver ses facteurs de risque et sa perte de mobilité pour pouvoir lui proposer éventuellement une prise en charge adaptée. Et donc ça se fait par des études informatiques de type deep learning en collaboration avec le laboratoire Limos. Une autre action également importante et fédérative a été le soutien à un projet qui s'appelle IMOB, qui est l'identification d'une signature de sédentarité pour prévenir des complications supplémentaires dans les maladies chroniques. Donc, ces patients-là, on sait que quand ils souffrent de maladies chroniques, que ce soit l'obésité, l'hypertension, les problèmes respiratoires, etc., ou des problèmes d'arthrose, on sait qu'ils ont, surtout que c'est des maladies qui arrivent environ dans la 6e décade de vie, c'est des patients qui vont avoir souvent 1, 2, voire 3 comorbidités. Et on sait que l'inactivité physique et la sédentarité vont être des facteurs qui vont générer des complications supplémentaires. Et donc, l'objectif, c'est de voir si, en enregistrant de façon très fine, avec des capteurs d'activité spécifiques qui sont dédiés à ça, l'activité physique et surtout la sédentarité de ces patients, est-ce qu'on arrive à détecter au cours du temps des complications qui surviendraient et trouver les profils de patients et les profils d'inactivité physique et de sédentarité qui sont associés à ces comorbidités. Donc, c'est un programme qui est ambitieux, qui regroupe à la fois des cliniciens du CHU de différentes spécialités, des scientifiques, que ce soit de la science du sport, de STAPS ou du LIMOS, un industriel finlandais et puis l'Institut Analgesia. Et à travers ces différentes études, donc vous voyez qu'il y a différents types de travaux qui seront mis en œuvre, eh bien, on va, depuis la conception éventuellement ou l'optimisation des capteurs actuels et à travers un suivi de cohortes de patients, essayer de trouver des algorithmes avec les informaticiens pour définir des seuils d'activité physique ou de sédentarité et avoir des facteurs prédictifs. Donc là encore, une étude qui est dans les rails et pour lequel, bien sûr, je ne peux pas vous présenter de résultats, mais en tout cas, qui montre bien la volonté fédératrice qui est au cœur de nos actions. L'action sociétale, donc, qui a été largement développée par Martine, donc je ne vais pas y revenir, simplement pour souligner la création du CityLab à Vichy, avec plusieurs objectifs de permettre de proposer des programmes d'activité physique pour tout public, avoir des actions spécifiques vers les populations précaires, avoir un café de l'activité physique pour recueillir les desiderata et les souhaits de la communauté, etc., développer des activités de recherche et avec donc les actions de vélo-bureau et en EHPAD qui ont été montrées par Martine. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est en tout cas quelque chose qui est important au sein de notre challenge. La formation, donc vous avez vu que toute cette recherche, elle doit également aboutir à faire prendre conscience et à orienter de nouveaux chercheurs vers ces thématiques de la mobilité humaine et de la santé. Et donc, ça a été le repositionnement d'un master déjà existant qui était purement nutrition
vers nutrition, santé et mobilité, donc qui est co-dirigé par Laurent Morel et Corinne Malpuech, et qui fait partie donc d'un graduate track, donc avec un enseignement en anglais pour avoir augmenté également notre visibilité internationale, et le recrutement donc d'étudiants qui vont pouvoir suivre différents parcours, dont ce parcours Nutrition, Health and Mobility, qui va amener soit à un programme doctoral, soit à former des gens qui peuvent travailler dans l'industrie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a à cœur, c'est d'intégrer ça dans l'offre de formation de l'UCA. Les perspectives, en tout cas, qu'on a essayé de dégager à partir du bilan que je viens de vous présenter, c'est justement d'essayer de cibler des thématiques particulières qui sont l'identification de biomarqueurs associés à l'inactivité physique, aux adaptations musculaires et aux adaptations à l'exercice dans les maladies chroniques. Donc, c'est aussi une spécificité. Donc, biomarqueurs qui peuvent être sanguins, mais qui peuvent être fonctionnels également, avec un test particulier. Modélisation dans les maladies neuromusculaires, des modélisations génétiques, avec un groupe qui est extrêmement expert dans ce domaine-là. Étudier de façon encore plus précise les mécanismes moléculaires de la régulation de la masse musculaire, en particulier avec le vieillissement, mais aussi avec les maladies chroniques, et le lien qu'il va y avoir avec la nutrition et le microbiote intestinal. Toujours notre objectif d'arriver à un développement de nouveaux médicaments ou de compléments alimentaires, et donc en essayant d'agréger autour de ces recherches des industriels. Et puis, le transfert de connaissances, donc c'est le volet sociétal, transfert de connaissances vers le citoyen pour promouvoir un mode de vie en bonne santé. Donc là, l'aspect sociétal qui revient. Donc, c'est sur ces 4 axes qu'on va essayer de travailler en soutenant la recherche, toujours, avec des programmes de recherche collaboratifs, collaboration entre les équipes du site, mais également collaboration internationale qui sont favorisées, des appels à projets également spécifiques pour un développement de transfert de technologie vers des industriels. Le développement que je vous ai montré, puisqu'on en est qu'au balbutiement de l'exploration chez le patient et également des explorations type e-santé avec le programme IMOB. L'aspect sociétal, donc Martine a bien montré tout le cheminement, mais qui va bien sûr qu'on continue avec le CityLab. Et puis le programme éducatif qui lui aussi a démarré cette année et dont on espère qu'il va prendre un essor important et que ça va attirer de nouveaux chercheurs qui seront sensibilisés à cette thématique. Donc merci de votre attention, et pour vous montrer donc effectivement que la mobilité, c'est pas uniquement le sport, mais ça peut être de l'activité physique tout simple, à n'importe quel âge de la vie et de n'importe quelle façon. Et puis également l'aspect sociétal avec l'aspect ludique qui est sans doute à privilégier dans les changements de comportement, comme dans cet escalier piano. Eh bien, on voit qu'on peut, les urbanistes en tout cas, et ceux qui conçoivent les lieux, peuvent tout à fait nous aider à inciter les sujets à avoir une activité physique plus importante, parce qu'ils y trouvent un plaisir, et c'est ce qu'on cherche en tout cas dans l'activité physique. Merci de votre attention.